Bonjour à tous et bienvenue, c'est le Carlactu numéro 144, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Aujourd'hui, nous sommes à l'aquarium de la Guadeloupe pour aborder un sujet grave. Il s'agit du blanchissement des coraux, qui est l'une des conséquences du dérèglement climatique et aussi, il faut le dire, à l'activité humaine. Ce phénomène peut avoir de graves conséquences sur la flore marine, mais aussi sur sa faune. Je parle bien de notre bon courbouillon de poisson, du lambi, de la langouste, toutes ces bonnes choses, que nous aimons manger, qui sont amenées à disparaître si le problème perdure. Donc, c'est un problème qui nous concerne tous. Pour en parler au mieux, nous allons rejoindre notre invitée du jour, Marianne Godoc, qui est la responsable de l'association Y, Initiative guadeloupéenne pour la restauration des écosystèmes marins. Nous allons la rejoindre de suite. Bonjour Marianne, ça va? Ça va bien, super. Ouais. Merci de participer à ce Carlactu consacré au blanchissement des coraux. Oui. Alors dis-moi, qu'est-ce que un corail déjà, pour que les gens sachent? Parce qu'on ne sait pas si c'est un animal, si c'est un végétal, qu'est-ce que c'est? On appelle ça caille, patacho en créole, et effectivement c'est un animal marin. On croit souvent que c'est une roche, que c'est une vulgaire pierre. En fait, c'est un animal marin qui accueille donc des centaines de polypes, qui sont les animaux marins qui vivent dans ce squelette calcaire. Et ces colonies coralliennes forment en Guadeloupe et partout dans les zones tropicales des barrières de protection. C'est vraiment notre première barrière de toutes les houles cycloniques, de toutes les houles qui viennent du large, et ça va freiner l'énergie des vagues. Ce qui fait que dans nos lagons, on prend l'exemple à l'île des Gosiers, à Sainte-Anne, tout ça, dans le lagon, on a des zones abritées où on peut se baigner tranquillement, on n'a pas de vagues, on est dans des zones protégées qui sont aussi des nurseries pour les poissons, pour les herbiers, pour plein d'espèces qui vivent dans les récifs coralliens ou juste à côté. Donc les coraux ont un rôle de protecteur contre beaucoup de choses, mais au niveau même de l'écosystème de la faune marine, quels sont ces rôles en fait? Le premier rôle, c'est un habitat. Les coraux, en fait, c'est la maison des poissons, si on le dit de manière vulgarisée. C'est comme en forêt, les arbres vont être le premier habitat des oiseaux, de tous les rongeurs, de plein d'insectes. Sous l'eau, c'est pareil, les coraux forment cet habitat. Donc les poissons vont se protéger, vont se cacher dedans, vont dormir la nuit. Les poissons vont dormir à l'abri des coraux. Mais c'est aussi une nurserie pour plein d'autres espèces. Donc on va parler des gorgones, des invertébrés, des crustacés. Tous ces animaux viennent se protéger là et viennent s'y nourrir. C'est un lieu d'alimentation. Donc c'est à la fois la maison, c'est à la fois le supermarché. Et puis pour nous, c'est avant tout effectivement cette barrière. Mais on va trouver une quantité incroyable d'espèces qui vivent dans les récifs coralliens. Dis-moi, combien de variétés avons-nous en Guadeloupe? On a 53 espèces de coraux. On avait 53 espèces de coraux parce que cette année, effectivement, on a connu un blanchissement corallien majeur. Et je pense que dans ces espèces-là, il y en a certaines qu'on ne verra plus en Guadeloupe ou de manière vraiment très ponctuelle sur certains sites où elles auront été moins touchées qu'à d'autres sites. Mais nous, on suit particulièrement le site de l'île des Gosiers depuis 2013. Et là, je suis retournée sur le site vendredi dernier et on a perdu vraiment, je pense qu'on a perdu plus de 99% des coraux après l'épisode de blanchissement. Tu peux répéter le chiffre, s'il te plaît? Sur certaines espèces, pas toutes, mais sur les espèces branchues, donc qui sont les coraux qui ont des grandes branches, comme le corail corne d'élan, comme le corail corne de cerf. Sur l'île des Gosiers, au suivi qu'on a fait vendredi dernier, on avait constaté 98% de blanchissement, donc les coraux étaient tout blancs. Les coraux blanchis ne vont pas forcément mourir, ils ont une capacité de récupération si la température de la mer n'est pas trop chaude et pas trop longtemps. Mais cette année, ça a duré quand même plus de 8 semaines. Ce qui est très long d'habitude, c'est 3-4 semaines. Et d'habitude, on a une eau à 30-31 degrés. Là, on avait des eaux à 33 degrés pendant 8 semaines. Donc ces coraux branchus, je crains malheureusement sur les 53 espèces qu'on suit, on n'en a trouvé que 4 qui avaient l'air de reprendre un petit peu. Toutes les autres sont déjà envahies par les algues, déjà nécrosées. Et celles-là, on les a malheureusement perdues. Elles vont effectivement disparaître. Alors, j'ai lu un article qui parlait de la possibilité de les rendre thermorésistantes. Exactement. Alors oui, ça existe tout à fait. Alors, les rendre, ou en tout cas, là, après cet épisode de blanchissement où on a perdu beaucoup de coraux sur certains sites, l'idée, c'est de repérer ceux qui n'ont pas
blanchis ou ceux qui ont fait preuve de résilience, c'est-à-dire qu'une fois l'épisode de blanchissement passé, ils reprennent des couleurs et ils reprennent vie. C'est cela qu'il faut qu'on regarde scientifiquement, parce que c'est comme quand il y a une épidémie de dengue ou une épidémie de Covid ou quoi que ce soit, il y a des gens qui tombent pas malades ou qui ont une petite dengue alors que celui d'à côté va avoir une grosse dengue. Ça veut dire qu'en lui, il a une résistance qui est déjà innée dans son corps. Et chez les coraux, c'est pareil. C'est ce que les études scientifiques cherchent actuellement à déterminer. C'est pourquoi certains coraux n'ont pas blanchi du tout, pourquoi d'autres récupèrent de cet épisode de blanchissement. Et l'idée, c'est de faire des analyses génétiques de ces coraux et de comprendre quel est le gène de thermorésistance qu'ils ont justement à l'intérieur et d'analyser ça, de comprendre et éventuellement après de mettre en place des programmes où on pourrait démultiplier ces coraux parce qu'on sait qu'ils vont être capables de résister à une température plus élevée. Est-ce que tu penses que le problème de blanchissement est irréversible? Alors, chaque phénomène de blanchissement, si la température revient à la norme, on va dire que certains coraux sont capables de résister et de retrouver des couleurs. Le souci qu'on a, c'est qu'il fait de plus en plus chaud. Cette année, en Guadeloupe, alors ça c'est les statistiques de Météo France, hein, c'est pas moi qui les invente. On a eu le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré depuis 1952. Je parle des températures terrestres. Le mois d'août le plus chaud, le mois de septembre et le mois d'octobre les plus chauds jamais enregistrés en fait. Et ça, alors c'est peut-être dû au phénomène El Niño qui est actif cette année et qui sera encore actif l'année prochaine puisque c'est des phénomènes qui durent 2 ans en général. Mais quel va être le poids du dérèglement climatique dans tout ça? Est-ce que les phénomènes El Niño, par exemple, vont s'accélérer? On va en avoir plus souvent. Et dans ce cas-là, effectivement, on va avoir plus de blanchissement. Et à chaque fois, on va perdre effectivement de la biodiversité sous-marine. Est-ce que tu peux nous emmener dans votre jardin de culture de coraux? On va y aller. Ah ben je veux bien, on va te suivre. Donc là, on est devant un des bacs de culture de l'aquarium, dans lequel on va mettre en culture donc différentes espèces. Donc si on prend celle-là, par exemple, c'est des espèces qu'on appelle Agaricea. On les colle sur un support en béton qu'on appelle cookie entre nous. C'est le petit gâteau qu'on mange. Et au lieu d'avoir des pépites de chocolat, en fait, on a des petits coraux dessus. Le principe, c'est d'en coller plusieurs sur un même cookie. Qu'on va retrouver derrière dans l'aquarium. Vous allez les voir une fois qu'ils sont grands, une fois qu'ils ont fusionné, parce que ces coraux microfragmentés, en fait, ils ont la capacité d'avoir une croissance beaucoup plus rapide qu'un corail qui n'aurait pas été microfragmenté, coupé en petits morceaux. C'est un peu comme une plante. Quand vous coupez une bouture d'hibiscus, que vous replantez cette bouture en terre, elle va tout de suite faire des feuilles, elle va se développer plus vite, et on a un peu le même principe. Parce que effectivement, si le corail est un animal, il se bouture comme une plante aussi. Il a une capacité assez extraordinaire de pouvoir avoir plusieurs modes de reproduction. Donc on va le voir après, mais ces petits morceaux de coraux, après ils fusionnent ensemble, ils deviennent un super corail. Et d'après les dernières études qui sont faites un peu partout dans la Caraïbe, en Australie et à Hawaï, ces coraux qui ont fusionné sont beaucoup plus résistants à la chaleur aussi. Et résistants aux maladies et résistants à d'autres choses. Donc l'idée, c'est aussi d'essayer de développer des coraux qui seraient capables, une fois remis en mer, de résister au prochain épisode de blanchissement corallien. Comme une mutation. C'est pas une mutation, mais c'est une fusion entre plusieurs espèces et du coup ils prennent les forces de chacun et ils deviennent plus costauds. Mais on n'est pas du tout dans de l'hybridation génétique ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment dans de la fragmentation pour essayer de développer des coraux un peu plus résistants. Alors, là, je vois que c'est une espèce. Voilà, on a différentes espèces. Couleur naturelle? Oui, tout à fait. Ouais, là, c'est un Tubastrea, donc il y a des petites touches orange, violette et orange. Celle-là, là. Donc celle-là, c'est et on la trouve où celle-là, plus vers le gosier aussi? Alors ça, on va trouver ça un peu plus profondément et on va trouver ça souvent dans les grottes sous l'eau, dans des endroits. C'est un corail qui a pas besoin de beaucoup de lumière en fait, donc on va le trouver sous une grotte, dans des endroits un peu protégés. Et tiens, je vois pas l'espèce que j'ai vue au large de l'îlet du Gosier. Alors on n'a pas tout dans les bacs. Là, alors on a des coraux blancs aussi. Le blanchissement, c'est ça. Hein, si vous voulez, voir un peu plus. Voilà. Oui, c'est ce que je me demandais. Est-ce que vous faites des boutures uniquement de coraux qui ont gardé leur couleur ou aussi des coraux blanchis? Alors ça, justement, c'est des coraux en mer qu'on a trouvés qui étaient cassés, qui étaient au fond de l'eau et qui étaient déjà blancs. Et on s'est dit, on va quand même essayer de les emmener dans nos bacs parce qu'ici, on a une température de la mer qui est régulée à 26 degrés, donc il fait beaucoup moins chaud qu'en mer.
Et l'idée, c'est de voir effectivement un coraux blanchi, si on le remet dans de l'eau fraîche, est-ce qu'il va repartir? Et tout cela, ils sont en train de repartir. On voit que voilà, tous ceux qui sont devant, ils sont en train de repartir. Ce qui donne la couleur en fait au corail, c'est une petite algue microscopique qui s'appelle la zooxanthelle. Elle apporte la couleur et elle nourrit le corail aussi en sucre. C'est un peu son apport en glucides. Et quand elle est stressée par la température de l'eau qui est trop élevée, cette algue, elle s'expulse du corail. Mais elle reste dans la mer, en fait. La petite micro-algue, elle se balade dans l'eau. Quand l'eau redevient à une température plus fraîche, elle recherche un corail dans lequel s'abriter et s'installer. Et là, nos petites zooxanthelles, elles sont revenues. Et là, on a quelques petites taches qui apparaissent. Donc, on peut imaginer que ceux-là aussi vont reprendre des couleurs et vont retrouver la santé, en fait. Et une fois qu'elles auront bien repris, vous allez les planter dans l'océan? Alors, dans la mer? À la fois, on en garde pour présenter au public à l'aquarium, pour montrer un petit peu tout ça. Et puis, on en remet en mer aussi, justement, pour voir si quand on les transplante en mer, est-ce qu'elles continuent de résister, elles continuent de... L'idée, c'est de pouvoir tester celles qu'on garde en aquarium, combien de temps elles vont vivre, et celles qu'on met en mer, combien de temps elles vont vivre. Est-ce qu'on a une différence ou est-ce qu'on arrive à transplanter facilement? Alors, moi, j'imagine bien l'étape de la culture, du plantage, c'est ça? Oui. Dans un jardin avec de la terre. Mais en mer, comment ça se passe? C'est un environnement ouvert? Oui, alors en fait, si je prends par exemple ce petit cookie, vous voyez, alors je peux pas les sortir de l'eau parce qu'ils ont besoin de rester dans l'eau, mais là vous avez un petit trou et là vous avez un petit trou. Et en fait, nos coraux sont fixés sur ce cookie. Et nous, après, on va aller en mer sur une roche dégradée, abîmée. On va mettre un clou dans chaque trou et on va fixer ça directement dans la roche abîmée. Donc, c'est pas les petits coraux qu'on va mettre en mer, c'est le cookie avec les coraux dessus. Ils vont pas bouger. On les fixe avant, on les colle avant. Et après, le cookie, il est fixé lui-même sur le récif dégradé. Et les coraux, tout doucement, vont recouvrir ce fameux cookie. Et au final, on aura le cookie, on le verra même plus. On aura un corail qui aura recouvert complètement le support. Wow, c'est du génie. Bon, très bien. On va aller voir ça du coup dans les bacs à l'intérieur. Ok. Voilà, du coup là, on est dans ce qu'on présente au public au sein de l'aquarium. On leur montre en fait ce principe de microfragmentation. Ce qu'on a vu à l'extérieur, c'est le début de la microfragmentation. Donc quand les coraux sont séparés les uns des autres sur les cookies. Et là, on voit très bien sur le deuxième là en partant du bord ou ce deuxième aussi en partant du bord, on voit qu'ils ont fusionné. Voilà. Ils se rapprochent, donc là on voit le début de la fusion. Ouais, ils se rapprochent et après ils ne forment plus qu'un seul corail. Et quand on est à ce stade-là, là on sait que c'est le bon moment pour les remettre en mer. Ça y est, ils sont costauds, ils ont passé un peu tous les caps de la petite enfance, du début de la vie. Et ce cookie, c'est quand ils arrivent à ce stade-là qu'on va effectivement les réinstaller en mer. Mais ce bac ici, c'est vraiment pour présenter aux gens tout ce qu'on fait, les techniques de culture, et qu'on puisse, notamment quand on reçoit des écoles, leur parler de tout ça et qu'ils aient quand même des choses à voir. Alors ceux-là, parce que moi je viens souvent avec mes enfants ici, ceux-là, c'est ceux qu'on a vus tout à l'heure. Alors le premier, oui. Après les autres, c'est d'autres espèces. Et c'est pareil, c'est des espèces qui ont blanchi et qui sont en voie de récupération en fait. Le fait de les mettre dans de l'eau plus fraîche qu'en mer, là on voit qu'ils sont pas totalement blancs, ils sont en train de reprendre un peu des couleurs. Donc là c'est aussi une mise en culture. Alors c'est une mise en culture sur un autre style de culture, puisqu'on cultive soit verticalement sur ce qu'on appelle des arbres à coraux, soit on va cultiver à plat sur des tables à corail sur lesquelles on va fixer effectivement. En mer, on peut imaginer qu'on a aussi des tables comme ça, qui sont sur des pieds bien plus hauts, bien évidemment. Mais dessus, on peut attacher nos cookies dessus. Et si vous regardez là-haut, on peut cultiver sous différentes formes. On a aussi des dômes. Donc ça, c'est des fers à béton qui sont transformés en dômes à coraux sur lesquels on va fixer certaines espèces qui vont avoir qui vont croître mieux sur ce type de support. Il y a des espèces qui vont préférer pousser sur des dalles en béton bien fixés au sol. Et puis après, on a ces fameux arbres qu'on voit là. Et celui qu'on montre derrière, c'est un modèle pour montrer aux gens. On n'a pas la place de mettre un grand support comme ça. Alors, pouvons-nous
finir merci. Sur une question importante, quel message aimerais-tu passer à la population et surtout au niveau des bons gestes à faire ou pas pour ne pas accentuer le problème, voire l'enrayer, pourquoi pas, rêvons un petit peu. Alors en fait, le petit message d'espoir quand même, c'est qu'effectivement cette année, on a eu un gros blanchissement, mais qu'il y a quand même des espèces qui sont en train de repartir, donc c'est moins catastrophique que ce à quoi on s'attendait. Et après, ce qu'il faut, c'est que les gens prennent conscience, en fait, quand ils vont se promener en forêt, quand on va se baigner en rivière, on est sous les arbres, il y a des oiseaux, il y a plein d'animaux, et on a même pas conscience en fait que tout ça est normal et magique. C'est juste comme ça. Sous l'eau actuellement, c'est comme si tous ces arbres avaient brûlé, avaient été tellement dégradés que vous ne trouvez plus d'oiseaux, vous ne trouvez plus d'animaux, vous ne trouvez plus rien. Et il faut prendre conscience que sous l'eau, on vit une vraie catastrophe écologique et que tous indirectement, on est capable d'agir un petit peu. Alors c'est sûr que la première voie d'action, c'est que les stations d'épuration en Guadeloupe soient aux normes. Ce qui n'est pas le cas, qu'il n'y ait pas de rejet en mer de toutes nos eaux usées, etc. Alors ça, effectivement, le particulier n'y peut pas grand-chose. Mais après, effectivement, si on joue sur nos émissions de CO2, si on trie mieux nos déchets, si on fait attention à toutes ces petites choses, on va avoir un impact sur les coraux et sur le milieu marin. Mais c'est vrai qu'avant tout, la première des pollutions en mer, c'est celle qui vient de la terre, donc les rejets des eaux usées. Et puis, il faut pas oublier que le dérèglement climatique, il est global. Donc, même si la Guadeloupe se mettait à être d'un coup hyper vertueuse, hyper écolo et tout, on dépend aussi de tout ce qui se passe sur la planète autour. Donc, il faut à la fois trouver des moyens de préserver ce qui peut l'être. Et puis, ce qu'il faudrait surtout, c'est anticiper, parce que qui dit pas de coraux ou de moins en moins de coraux, ça veut dire qu'on va avoir des gros problèmes avec la filière pêche. Mais le problème numéro 1, ça va être l'érosion littorale, puisque cette barrière ne joue plus le rôle. Et on va devoir, dans tous nos bourgs qui sont au bord de l'eau, devoir peut-être reculer des routes, peut-être reculer des maisons, reculer des mairies, etc., etc. Et il faut anticiper ça. Il ne faut pas se retrouver un jour en disant c'est trop tard, c'est la catastrophe. Il faut anticiper. Le mot d'ordre, je crois, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment anticiper. Merci beaucoup Marianne pour le combat de Y, dont tu es la responsable, et ton engagement envers les écosystèmes marins. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour Thomas, comment vas-tu? Bien et vous? Ça va? Bien. Ouais, merci de participer à ce Car Actu, dédié à un gros problème, on est d'accord, le blanchissement des coraux. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un corail? Alors un corail, c'est un animal vivant qui vit sur récif, qui va produire un squelette calcaire, c'est ce qu'on appelle la patate. Et en fait, c'est un animal qui vit en symbiose avec une microalgue. Et en fait, le gros problème actuellement, va être la température de l'eau qui devient trop contraignant pour lui, qui va expulser ces petites algues. D'accord. Alors déjà, quel est son rôle dans l'écosystème marin? Alors, son rôle principal, ça va être de nous protéger des vagues qui viennent de l'océan. Du coup, il va jouer le rôle d'une barrière, c'est pour ça qu'on appelle la barrière de corail. Et c'est surtout un énorme... il va protéger les poissons qui vont venir s'y cacher et s'y vivre et se reproduire sur la barrière de corail. Alors en introduction, j'ai bien expliqué qu'en fait le blanchissement des coraux à la longue a ou bien aura une incidence directe sur la faune, donc sur le bon petit poisson qu'on mange, sur le lambi, la langouste. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de poissons et de langoustes qui vivent sur la barrière de corail. Et si la barrière de corail est amenée à disparaître, tous ces poissons-là vont disparaître aussi. D'accord. C'est pas au niveau de la chaîne alimentaire, c'est uniquement au niveau de l'habitat? La chaîne alimentaire aussi, parce qu'il y a beaucoup de poissons qui se nourrissent beaucoup sur la barrière de corail, et du coup, tous ces poissons-là vont devoir disparaître ou trouver un nouveau lieu pour pouvoir vivre, et du coup, ils vont disparaître de nos eaux. Donc, si on réagit pas, dans quelques années, on pourra plus manger de courbouillon de poisson? C'est un petit peu ça, ouais. Je pense que les pêcheurs qui travaillent chez nous le sentent déjà beaucoup. Ah bon, il y a une rareté au niveau. Ils pêchent de plus en plus loin avec de plus en plus de nasses et ça devient vraiment difficile pour eux d'exercer. D'accord. Alors, dis-moi, au niveau des coraux, combien de variétés avons-nous en Guadeloupe? Alors nous, en Guadeloupe, on a une 50aine d'espèces de coraux qu'on va retrouver à différentes profondeurs, mais la majorité va se retrouver dans les 15 premiers mètres d'eau. Et au niveau des eaux de la Carle, du Gosier, de Sainte-Anne, de Saint-François, on en a beaucoup?
On en a beaucoup, surtout tout ce qui va être la barrière de corail de Sainte-Anne, de Salines et de l'île du Gosier. On a pas mal d'espèces qui s'y trouvent et malheureusement cette année on a vraiment un gros effet de blanchissement et du coup potentiellement beaucoup d'espèces de coraux qui vont être amenées à disparaître. Alors justement, la dernière fois, je me promenais vers l'îlet du Gosier et mes enfants et moi, on a vu une espèce de cimetière de coraux. Je me suis dit, mais c'est pas des coquillages, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, ces animaux sont en symbiose avec une microalgue. Cette microalgue va être expulsée parce qu'elle devient toxique pour l'animal. Et du coup, en fait, il devient tout blanc. Du coup, il est toujours vivant. Et en fait, ses jours sont comptés. Parce que tant que les paramètres de l'eau seront pas rétablis, la température de l'eau diminuera pas, en fait, il va pas pouvoir l'accueillir. Et du coup, il devient que animal et c'est bien très difficile pour lui de continuer à vivre normalement. Alors à l'échelle humaine, c'est comme si nous on manquait d'eau quelque part, c'est ça? C'est un petit peu ça. On pourrait faire ça. Ouais, on pourrait faire ce lien-là. Et du coup, c'est comme si on mourait de soif sur la langue et eux, c'est comme s'ils n'avaient pas leur apport suffisant en nutrition. D'accord. Dis-moi, quelles sont les conséquences sur, alors ça tu nous l'as dit, sur les espèces marines. Est-ce que le phénomène est-il réversible? Réversible en claquement de doigts, sûr que non. Faudrait compter des années pour que ça puisse se remettre à la normale. Alors l'effet réversible, ça dépend. Qu'est-ce qu'on appelle de réversible? Est-ce qu'une colonie blanche, elle peut redevenir colorée? Oui, sur certains cas et sur certaines espèces, ça peut revenir relativement facilement. Mais au vu de la première constatation de cette année catastrophique, ça sera difficile de sauver la totalité de nos espèces. Cette année a été catastrophique, tu veux dire? Pourquoi? Parce qu'on a eu des températures d'eau qui sont vraiment devenues extrêmes. On était à plus de 32 degrés dans les lagons. Et en fait, c'est la durée qui a vraiment été catastrophique. D'habitude, on est à des températures aussi pendant une quinzaine de jours. Et là, on est resté pendant plusieurs mois complets à des températures extrêmes. Et du coup, les coraux qui peuvent normalement réaccueillir cette microalgue à l'intérieur d'eux redeviennent en bonne santé. Et là, ça a été beaucoup trop long pour eux. Ils se sont fait coloniser par des algues. Ils sont finis par mourir. Alors pour finir sur une touche optimiste, est-ce que tu peux nous donner les bons gestes à avoir pour éviter d'accélérer le processus, voire l'enrayer? Alors les bons gestes, ça serait de vraiment réfléchir sur notre façon de consommation et d'essayer de rejeter le moins de choses possibles dans le milieu naturel. Je pense surtout à nos eaux de rejet. Et après les gestes, si vous êtes sur la barrière de corail et vous baladez, ce qu'il faut vraiment pas faire, c'est toucher les animaux, du coup les coraux. Parce que du coup, il y a certains animaux qui peuvent être porteurs de maladies. Et si vous touchez des colonies entre elles, vous pouvez transmettre les maladies et augmenter la cause de blanchissement. Comme quelle maladie? Du coup, ça s'appelle la maladie de l'anneau blanc. Il y a certaines colonies qui sont en bonne santé, qui se retrouvent avec tout leur contour tout blanc. Et en fait, ça va évoluer progressivement pour tuer les colonies. Écoute, merci Thomas, et puis bravo pour votre combat parce que vous travaillez pour restaurer la faune et la flore marine quelque part, l'écosystème marin, et ça c'est bon pour tout le monde. Donc merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Passons maintenant à la une du jour, qui est aujourd'hui lumineuse. En effet, elle concerne la nouvelle décoration de la ville du Gosier qui brille et vibre de la magie de Noël. En effet, depuis le 30 novembre et durant tout le mois de décembre, le bourg du Gosier s'illuminera de 1000 feux. Cette initiative festive vient souligner l'esprit de partage et de célébration qui caractérise si bien la saison des fêtes dans la ville. Maintenant, nous passons à l'agenda du jour, la permanence de l'habitat. Vous souhaitez réaliser des travaux, rendre votre logement plus confortable. Un conseiller de l'opérateur d'amélioration de l'habitat, le SRT, Société Régionale de Travaux, vous accompagne au Gosier ce mercredi 6 décembre à Grandbois, à côté du local associatif de 8h30 à 13h. Les renseignements sont disponibles au 0590 48 47 47. Une autre permanence au service de la population, celle de l'ADOM, acteur majeur de la mobilité des résidents des Outre-mer au service du développement
économique. Demandeurs d'emploi, étudiants, grand public, les conseillers de l'ADOM Guadeloupe vous recevront ce mercredi 6 décembre au pôle administratif de Issy-le-Gosier de 8h, du Gosier, de 8h à 12h30. Vous pourrez vous renseigner sur les dispositifs de l'ADOM dans le cadre d'un projet de mobilité, de formation professionnelle, de prise de poste ou oraux de concours, d'aide à la continuité territoriale et bien d'autres que vous pourrez retrouver, comme je vous l'ai dit, ce 6 décembre au pôle administratif. C'est tout pour ce Car Lectu numéro 144. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et encore merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur le territoire de la Riviera. À bientôt. Au revoir.